Que nous réserve cette année le constructeur Panasonic du côté de ses téléviseurs OLED? Restera-t-il une nouvelle fois le leader incontesté de la puissance lumineuse? Ou tout simplement, sera-t-il dépassé par d'autres constructeurs? C'est ce que l'on va essayer de décrypter ensemble en se parlant de l'annonce que ce constructeur japonais a fait dans le cadre du CES 2022 de Las Vegas, et on va se parler du LZ2000. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, on va se reparler de cette annonce qu'a fait le constructeur Panasonic dans le cadre du salon, mais il n'était pas présent dans ce Convention Center, ce qui devait faire bizarre là encore pour tous ceux qui étaient sur place, parce que Panasonic, historiquement, ça fait partie de ces marques qui occupent un gros espace avec ses multiples divisions, etc. Que ce soit la télé, l'électroménager, les projets dont il parle également du côté de l'automobile, parce que Pana est très actif dans la conception un petit peu futuriste. Ils ont des choses autour de la cuisine aussi, des écrans OLED transparents. Donc c'est vraiment un constructeur qui présente plein de choses en physique habituellement. Et là, c'était une nouvelle fois, une année de plus, une version 100% numérique. Ce qui n'a pas empêché donc évidemment au constructeur de présenter sa nouvelle gamme. Alors attention, parce que je parle de gamme, mais c'est vrai que, un peu comme d'habitude là encore, Panasonic s'est focalisé sur son modèle haut de gamme, justement, en l'occurrence le LZ2000, ce qui n'exclut pas évidemment, comme d'habitude chez Panasonic, d'avoir un LZ1000, un LZ1500 dans différentes tailles d'écran. C'est juste que rien n'est précisé sur ce sujet-là, mais évidemment, ce 2000 trouvera à ses côtés des modèles moins chers dans cette construction de gamme. Et donc l'arrivée cette année, le point un peu intéressant, c'est que pour tous ceux qui sont à la recherche de très grandes dalles chez ce constructeur japonais pour justement être capable de profiter de la patte Panasonic, traitement cinéma, etc., c'est l'entrée en scène cette année d'un 77 pouces aux côtés du 55 et 65. C'était les deux formats dont on pouvait profiter jusqu'à présent chez Pana, et aujourd'hui on a ce très grand 77 pouces qui arrive. Évidemment, 55 et 65 c'est maintenu. Je ne sais pas encore une fois, par rapport aux différentes répartitions 1000 et 1500, ce que ça va donner sur ces produits-là. Je n'ai aucun tarif à vous communiquer également. C'est vraiment pour l'instant de la phase d'annonce. Les prix viendront plus tard, de même que les disponibilités seront précisées plus tard elles aussi. On nous indique pour l'instant que ce sera dans le courant du printemps, sans plus de date précise. Et là encore, moi j'ai tendance aujourd'hui à être du coup très prudent en raison de la crise sanitaire, pénurie de composants, etc. Bon voilà, pour l'instant, c'est pas des choses qui sont mises clairement sur le tapis, mais il faut être prudent. L'estimation, c'est printemps 2022. La particularité de ce modèle 77 pouces, c'est évidemment son très grand format qui donne l'occasion à Panasonic de le labelliser un petit peu différemment par rapport à ses formats historiques qui étaient le 55 et le 65 pouces. On voit apparaître cette dénomination Cinema Size pour son 77 pouces. On comprend bien pourquoi 1,95 m de diagonale, c'est évidemment assez impressionnant. Mais pour autant, Panasonic ne nous indique pas, ou en tout cas ne mentionne pas, ne fait pas état du fait qu'il utiliserait potentiellement les dernières générations de dalles de chez LG Display. Pour rappel, l'année dernière, effectivement, le constructeur parvenait à détenir le pic de luminosité le plus important face à des LG G1 ou encore face au A90J de chez Sony, qui montraient tous les deux une amélioration. Mais les dalles LG Display, qui étaient des dalles baptisées un petit peu communément LG Evo, elles étaient intégrées dans ce G1 qui était quand même en retrait par rapport à un JZ2000 par exemple ou à un JZ1500 qui lui n'utilisait pas cette dalle Evo de chez LG Display. C'est pas simple à comprendre, mais voilà, vous avez le top des dalles chez LG Display qui était desservi, qui était livré à LG pour son G1, et le G1 était moins performant que le JZ2000 qui lui utilisait une dalle White OLED classique, mais grâce à cette technologie de dissipation thermique que Panasonic maîtrise aujourd'hui visiblement mieux que les autres, il parvient à proposer des pics de luminosité considérables parce qu'on approchait vraiment de ce fameux pic de 1000 nits avec une dalle classique. J'aurais bien aimé savoir si le constructeur change un petit peu son fusil d'épaule et va s'intéresser cette fois-ci à ces nouvelles dalles, ces dernières générations proposées par LG Display, peut-être d'ailleurs du côté de l'OLED EX dont on a entendu parler, parce que si l'année dernière LG Display promettait des pics de luminosité de 20% supérieurs à des dalles White OLED classiques, l'OLED EX qui est mis en avant, toujours encore une fois par LG Display, ce serait cette fois-ci 30% plus lumineux que des dalles White OLED classiques qu'on va retrouver sur du B1 ou du C1 par exemple.
Alors ne sachant pas effectivement à quoi s'attendre sur ce sujet-là, puisque encore une fois, hein, on s'adresse à un constructeur japonais, pas falloir s'attendre à ce qu'on nous donne toutes les infos tout de suite, eh bien il va falloir aussi mettre en perspective, comme je le disais un petit peu en introduction de cette vidéo, est-ce que Panasonic va rester le leader incontesté sur cette caractéristique précise qui est le pic de luminosité, de la dynamique dans l'image, parce que à cela il faut naturellement opposer eh bien, ce que Sony a annoncé également durant le CES de Las Vegas. Vous allez avoir le lien juste ici qui s'affiche vers la vidéo du A95K, mais c'est aussi dans la description de cette vidéo, et Sony a lui annoncé eh bien, qu'il adoptait ces fameuses dalles QD OLED, hein, donc produites par Samsung Display cette fois-ci, et non pas Samsung Visual Display qui est vraiment l'intégrateur et qui commercialise les téléviseurs. Donc Samsung Display qui commercialise cette technologie QD Display, qui est en fait la technologie QD OLED, hein, mais rebrandée sous l'appellation Samsung Display. Et donc Sony est le premier et pour l'instant l'unique constructeur à exploiter cette technologie. Et parmi les améliorations apportées par cette technologie OLED dopée au quantum dots, eh bien, c'est encore une fois la perception d'une plus grande luminosité. Et donc forcément, ça va se concrétiser aussi avec un pic de luminosité plus important, sans doute. On verra ce que donnent les mesures. Mais Sony indique être capable de l'exploiter pour reproduire une luminosité dans les couleurs jusqu'à 200% supérieure. Donc, wow, y a du petit challenge qui est en train de se profiler de ce côté-là entre les deux constructeurs japonais. On va voir, hein, j'ai hâte de tester tout ça. Pour en finir avec les aspects de cette dalle OLED, hein, qui intégrera le LZ2000, mais dans sa version 55, 65 et 77 pouces, du coup, eh bien, une nouvelle fois, Panasonic a mis en avant son expertise en matière de traitement d'image avec son processeur HCX Pro AI, hein, effectivement, qui va venir travailler sur la fluidité, l'upscaling, alors c'est voilà, les banalités habituelles. Et cette année, l'intelligence artificielle serait encore améliorée, parce que vous le savez, le principe de ces fameuses intelligences dans les téléviseurs, eh bien, c'est que constructeurs nous disent qu'ils injectent des images dégradées et ensuite entraînent le processeur eh bien, à les retravailler, à les upscaler, etc. Et ça aura été fait désormais à partir d'1 million d'extraits vidéo. Bon, c'est un petit peu la promesse que chacun des constructeurs nous fait à chaque fois et qu'on ne peut malheureusement pas vérifier, sauf une fois que l'on a effectivement un de ces téléviseurs et qu'on se rend bien compte que justement le traitement Pana eh bien, se rapproche justement de quelque chose de très épuré, très doux, etc. Un peu comme chez Sony, de ce que j'abordais sur les différents tests et ce que je vous ai dit évidemment sur le test du JZ1000, ça ne change pas. Et cette année encore, eh bien, Panasonic a remis en avant sa proximité avec le monde du cinéma, Hollywood, les réalisateurs, mais surtout les coloristes. Et donc voilà, c'est encore une fois un point qui est important, mais qui est aussi mis en avant par les constructeurs. En fait, c'est à un instant T, chacun des constructeurs, chacune des maisons, que ce soit Samsung, LG, etc., eh bien, va décider de se rapprocher d'une entité plutôt qu'une autre. Chez Pana, c'est régulièrement le monde du cinéma. Chez Samsung, LG, etc., on va aller chercher des choses autour du monde du gaming. Et donc, du coup, forcément, ça donne des approches un petit peu différentes, des tournures de conférences un petit peu différentes. On va justement eh bien, se parler du gaming cette fois-ci. Le JZ1000 a montré que Panasonic, malgré une puce Mediatek, avait réussi à faire quelque chose d'intéressant avec la dernière mise à jour qui date du mois de novembre. Est-ce que ce sera du HDMI 2.48 gigabits ou 40 gigabits? Ça encore, les détails sont à préciser, mais Panasonic en tout cas met en avant cette compatibilité 4K VRR 120 Hz avec en plus cette année une petite spécificité, c'est qu'il nous pointe une sorte d'optimisation NVIDIA sans mentionner le fait que ce soit du G-Sync, mais cette année il serait descendu très bas en matière d'input lag à 60 Hz, il serait sur quelque chose de moins de 2 millisecondes. Alors malheureusement, ce sont des images qui sont confidentielles que je ne peux pas vous partager, mais quand on voit l'ingénieur, ou en tout cas la personne, le porte-parole de chez Panasonic qui fait la mesure justement dans cette configuration-là, eh bien c'est sur le point de test qui est en haut, à gauche de la dalle en fait, avec la sonde qui est une sonde Leonbodnar qui envoie un signal et qui permet donc à cette sonde de mesurer l'input lag. L'input lag, je le rappelle, c'est le temps de latence qu'il y a entre le moment où la prise HDMI reçoit le signal et le moment où la dalle l'affiche. Ce n'est pas le temps de réponse qui est quasi nul sur une dalle OLED. Et donc cette année, ils annoncent quelque chose de moins de 2 millisecondes, 1,5 millisecondes de mémoire. Et par contre, c'est sur une zone spécifique, alors que tous les testeurs, moi y compris, lorsqu'on fait la mesure d'input lag, vous m'avez déjà vu la faire notamment sur le JZ1000, c'est une prise de mesure que l'on fait au centre. Donc là encore, je verrai un petit peu ce que ça donne. Et a priori, sur du 4K 120 dans des conditions un petit peu plus classiques, hein, notamment les conditions d'utilisation de votre console de jeux vidéo, que ce soit PS5
ou évidemment Xbox Series X, alors quand la PS5 aura reçu sa mise à jour VRR aussi, par ailleurs on y reviendra, eh bien on serait plutôt aux alentours d'un temps de réponse situé entre 10 et 13 millisecondes, là encore, de mémoire. Petite surcouche technologique mise en avant cette année aussi par Panasonic et qui moi me fait bien plaisir, eh bien c'est l'arrivée d'un Game Control Board de la même manière que l'on a la Game Bar ou encore le Game Optimizer chez LG et Samsung. Eh bien Panasonic arrive lui aussi avec son outil qui va vous afficher quelques icônes, encore une fois, directement lorsque vous allez basculer le téléviseur en mode jeu. Vous allez retrouver différentes informations, que ce soit justement liées au mode dans lequel vous êtes, l'input lag, l'activation ou non du VRR, est-ce que vous avez bien tous les réglages qui sont activés, parce que souvenez-vous, dans la vidéo du JZ1000, je vous avais dit qu'il y avait une fonction notamment de 4K bypass, un truc comme ça, pour justement accéder à cette image 120 Hz en VRR. Et bien là, vous pourrez le vérifier directement. Et Panasonic mentionne également la possibilité d'activer ou non des fonctionnalités de HDR tone mapping dans les jeux, donc qui, je pense, ont un lien du coup avec les données HGIG. Là encore, je manque d'informations, mais on serait sur une prise en charge du HDR dans les jeux qui serait là encore optimisée. Là aussi, Sony sur le A95K a mentionné la disponibilité de fonctions bien spécifiques entre la PS5 et les téléviseurs Bravia XR, une meilleure interprétation des signaux HDR, que ce soit en jeu ou que ce soit en mode cinéma d'ailleurs. La console, le téléviseur identifie automatiquement le contenu que vous diffusez, et Panasonic cette année ferait encore un pas en avant à l'attention de la communauté des joueurs. Et puisque je vous parle de HDR, il y a un point d'ailleurs super important que j'ai oublié de mentionner lorsque j'en étais sur l'aspect technique de la dalle, eh bien c'est que justement il n'y a pas de concession à se faire chez Panasonic. On est quand même sur un système qui prend en charge le HDR10, le HDR10+, le HDR10+ adaptative, Dolby Vision IQ. On va retrouver évidemment du Filmmaker Mode, la prise en charge du HLG, et cette année aussi, en tout cas c'est la première fois que Panasonic le met en avant comme ça, le mode HLG photo, parce que c'est vrai que on met ça un petit peu de côté régulièrement, mais enfin j'en parle jamais même, effectivement, et on a des modes de prise en charge photo dans les téléviseurs. On sait quand même que Panasonic est un acteur extrêmement important dans le monde de la photo, avec des boîtiers célèbres, et donc du coup, on peut se dire que oui, la notion de regarder ces photos issues avec du HDR, issues de fichiers RAW sans doute, on va voir comment c'est exploité tout ça, et bien du coup ça a du sens de regarder ça sur une dalle OLED, puisqu'en plus elle serait super bien calibrée, donc on va voir un petit peu tout ça, ce que ça donne une fois que je l'aurai en test tout simplement. L'autre partie extrêmement importante dans cette série LZ2000, eh bien c'est l'aspect audio, puisque le LZ2000, on est sur le produit haut de gamme, et effectivement, si on ne fait pas de concession sur la prise en charge de la vidéo, il ne faut pas faire de concession sur l'audio, et on a du Dolby Atmos. Le DTS n'a pas été mentionné, donc là encore, il va falloir voir un petit peu ce que Panasonic nous réserve cette année, mais en tout cas, le Dolby Atmos sera pris en charge, et en plus directement exploité et retransmis par le téléviseur, puisque vous savez bien, la série 2000, historiquement, que ce soit G, J, etc. Là, le LZ2000 sera lui aussi doté de ces fameuses cheminées ou ces fameux systèmes audio sur le dessus du téléviseur, auxquels s'ajoutent là encore cette année des haut-parleurs sur les côtés, à gauche, à droite, et ensuite on a une très très grande barre de son dans le bas du téléviseur. Alors c'est toujours brandé Technics Audio, puisque c'est la marque du groupe, donc pour la partie audio. La partie haute et sur les côtés, ça va contribuer à produire une bulle, et donc vous allez avoir le choix entre différents modes de reproduction du son. Soit vous allez avoir effectivement ce mode bulle audio, surround, son à 360 degrés, vous êtes immerse, c'est un son qui est immersif. Lorsque j'ai testé le HZ2000 de mémoire, oui c'était le HZ2000, j'avais pas été complètement subjugué par ce rendu Dolby Atmos que je trouvais pas assez présent. Panasonic me dit cette année, on a vraiment beaucoup amélioré la chose. Alors, je ne sais pas si ça sera du côté du Dolby Atmos, mais déjà à l'époque, c'est sûr que l'effet justement immersif était bien présent. C'était vraiment, ça s'avérait, c'était très très cool, c'était très agréable à utiliser, même si l'effet de verticalité n'était pas simple à percevoir. La qualité audio était au rendez-vous. Il y a un petit peu comme chez Sony, dans la vidéo du A95K, vous irez voir, il y a un nouveau mode acoustique Surface Audio Plus. Et bien cette année, chez Pana, on va avoir la possibilité de choisir parmi quelques modes qui seront par exemple le mode Pinpoint qui va être, vous allez choisir, alors on ne sait pas encore concrètement comment ça va se passer, mais vous allez choisir une transmission, une retransmission du son directement dirigée
vers le spectateur. Alors est-ce que ça va être un curseur qu'on va déplacer à l'image? Est-ce qu'on va juste lui dire je suis à gauche de la dalle, je suis à droite de la dalle, je suis au centre? Ça c'est encore très peu précis de la part de chez Pana. Ensuite on a tout simplement un mode ARIA, donc qui elle va faire sensiblement la même chose, sauf que selon ce qu'on nous dit, c'est que cette fois-ci, on va adresser plutôt, on va viser un groupe de spectateurs. Donc là, vous voyez, ça commence à devenir encore un petit peu plus difficile à identifier, à comprendre. Entre le mode pinpoint, le mode ARIA, quelle va être la diffusion. On laisse supposer que la diffusion sera peut-être un petit peu plus large dans le mode ARIA et que du coup, on sera sur une reproduction finalement qui va concerner plus de personnes. Et ensuite, on a un truc encore plus original qui est le mode spot. Et alors là, c'est carrément, vous allez pouvoir spécifier dans la pièce une personne qui pourra profiter d'un niveau audio plus important que les autres. Vous voyez, il y a des petites subtilités cette année qui sont mises en place et vraiment, il va falloir voir comment tout ça s'est concrétisé. Est-ce qu'on en est vraiment dans le bullshit marketing parce que les marques ne savent plus quoi nous dire justement pour tenter de trouver des innovations technologiques à leur téléviseur, ou est-ce qu'on est vraiment dans de la performance technologique et dans des plus pour le confort, etc. Il faut vraiment que ce soit profitable. Moi, j'ai hâte de vérifier tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si c'est le genre de choses que vous attendez de la part des différents constructeurs au niveau des commentaires. Moi, je suis assez curieux. Et pour finir, on va se parler de l'aspect logiciel. Et là encore, malheureusement, j'ai encore très peu d'images de la part de chez Panasonic. On sait juste que le constructeur va rester fidèle à son système d'exploitation My Home Screen dans sa version 7 cette année, qui apporterait plus de fonctionnalités de personnalisation. Donc on va voir un petit peu comment ça évolue. Je vous en avais parlé déjà du My Home Screen 6 dans la vidéo du JZ1000. Encore une fois, c'est un système d'exploitation qui est fluide, qui s'améliore avec la prise en charge par exemple de Disney+, etc., des services de Apple TV, qui offre beaucoup d'options mais qui manque encore terriblement d'applications. Donc du coup, on va voir un petit peu comment ça va évoluer en 2022. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette gamme LZ2000 de chez Panasonic. Vous allez voir, en plus, les références seront toujours aussi simples et agréables à retenir. On devrait avoir donc du TX55 LZ2000, TX65 LZ2000 et TX77 LZ2000 pour ceux qui ont vraiment besoin d'une très grande taille d'écran. Je vous donne du coup rendez-vous pour une prochaine vidéo pour en reparler. Les réseaux sociaux, si vous souhaitez me suivre, vous les avez vus, ils s'affichent juste là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez quoi faire. Le petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur Discord. C'est le lien vers la communauté est dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!